Madame, Monsieur, bonjour. On démarre tout de suite avec ce communiqué émanant de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne déclarée positive à la Covid-19, s'était mis en confinement le mardi 3 août 2021, conformément aux recommandations sanitaires en la matière. Les tests effectués lors de ce confinement ont révélé une infection à la Covid-19 qui a fait l'objet d'un suivi par les équipes médicales. Le test de contrôle effectué ce mercredi 18 août 2021 s'étant révélé négatif à la Covid-19, le président de la République reprend ses activités. Le président exhorte l'ensemble des Ivoiriens ainsi que les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et à continuer de respecter les mesures barrières afin de lutter contre cette pandémie. Fait à Abidjan le mercredi 18 août 2021, le ministre secrétaire de la présidence de la République. C'est une bonne nouvelle dans le domaine du foncier. Les activités du système intégré de gestion du foncier urbain ont démarré. C'est le Premier ministre Patrick Achi qui a lancé justement ces activités. Ce système vise à accélérer le processus de délivrance des actes administratifs et à sécuriser le foncier urbain. C'est ce que nous apprend Cheikh Koné. Grâce à ce centre de production flambant neuf d'une cinquantaine de bureaux situés en plein cœur de la cité administrative du plateau, l'usager pourra faire la demande de ses actes en ligne en un seul clic. Mieux, il pourra s'informer en temps réel de l'évolution de sa demande d'acte administratif. Une première en Côte d'Ivoire. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi a inauguré ce centre, vitrine du projet de simplification et de sécurisation de la chaîne foncière, porté par le gouvernement. Ce projet est justifié par les longs délais de traitement de l'ACD. Dans certains cas, jusqu'à plusieurs années. Nous avons vu des dossiers qui ont passé 7-8 ans au ministère avant de trouver une issue. Les référentiels de positionnement non homogènes, donc les aspects géodésie, où chacun des acteurs avait des instruments de mesure et des modes de calcul propres, sans qu'il y ait concordance entre nous, ce qui générait bien entendu un grand nombre de litiges. Nous sommes donc particulièrement heureux d'avoir le Premier ministre au lancement de ce projet qui va radicalement changer la façon de gérer le foncier en Côte d'Ivoire. La première phase du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain est prévue sur 2 années, sur la période 2021 à 2023, dans le Grand Abidjan et la commune d'Asseni. L'objectif est d'accroître d'une part les capacités actuelles de production de la chaîne foncière à 60 000 ACD pour la première année et le porter à 100 000 ACD pour les prochaines années. Et d'autre part, aboutir à un traitement tout numérique des demandes d'actes grâce à une technologie de sécurité informatique dénommée blockchain. Le Premier ministre s'est félicité de ce projet qu'il a jugé important pour le citoyen ivoirien. Toutes ces questions-là, aujourd'hui, avec le projet qui est en cours, qui démarre maintenant, vont connaître d'ici 1 à 2 ans une fin. On aura donc la capacité d'accéder à des évolutions de l'information sur le processus d'acquisition d'un titre, c'est-à-dire quelqu'un qui décide d'acquérir un terrain ou d'acquérir un bien immobilier peut directement sur l'écran voir l'évolution, je dirais, étape par étape de ce processus d'acquisition, mais surtout, ça va se faire dans un délai extrêmement court. Le projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain est financé par un prêt d'environ 15 milliards de francs CFA par l'État français. C'est une initiative du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en collaboration avec le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Ce centre de production qui marque le démarrage des activités du projet va créer à terme plus de 300 emplois. Après le foyer de grippe aviaire déclaré à Grand-Bassam, le début de l'enfouissement de milliers de poulets se poursuit. Sont prévues 5 fosses de 12 mètres de longueur pour accueillir les poulets abattus sur le foyer de présence du virus H5N1 et sur les sites environnants dans un rayon de 3 km. Walter Amadou Ouattara. Après la confirmation par les services vétérinaires d'un cas de grippe aviaire à Mondoukou, dans la commune de Grand-Bassam, une opération d'abattage a débuté lundi et se poursuit en ce moment. Cet abattage concerne une cinquantaine de fermes
touchés par la maladie dans un rayon de 3 km. On n'a plus de poulets dans la ferme encore. Sur 14 000, c'est 4 900 et quelques. Hier, ils sont venus les abattre. L'opération est possible grâce à une sensibilisation sur les conséquences sanitaires de la grippe aviaire menée par les autorités préfectorales, sanitaires et municipales. La sensibilisation, c'est faire de la sorte que chaque chef de communauté, chaque village et chaque responsable de ferme, même les volaillers, sachent qu'il y a la maladie qui est là et qu'on fasse de la sorte que ça ne puisse pas atteindre la population. Parce que c'est une maladie qui tue, en fin de compte, quand c'est négligé. Plus de 103 000 volailles vont être abattues, même si les opérateurs du secteur vont recevoir des indemnisations après avoir dûment rempli une fiche. Les fermiers et les employés touchés directement ou indirectement restent anxieux pour la suite de leur activité. Un poussin coûte 550. Tu vas l'entretenir qu'elle va devenir un poulet là. C'est de fortes dépenses. Vous vous imaginez 2200 poulets et puis tu peux rien, c'est pas bon. Bon, ici j'emploie 2 personnes, c'est-à-dire 2 fermiers. Non, on ne peut pas les payer, il prend l'argent pour les payer. En attendant plus d'éclaircissements sur l'origine de la présente crise de grippe aviaire, les autorités travaillent en synergie pour la gestion du foyer. Les investigations sont toujours en cours. La zone est quand même entourée par des plans d'eau où beaucoup d'oiseaux migrateurs se reposent. La deuxième source aussi possible, c'est le commerce. Le Ghana, qui a fait la maladie il y a plus de 2 semaines. Et il y a le Mali, une semaine avant, qui avait fait aussi la maladie. Donc on a 2 pays limitrophes qui ont été atteints par le virus. Donc les échanges commerciaux aussi peuvent être à l'origine. Une opération d'abattage a lieu en ce moment pour abattre tous les élevages de ce foyer-là. Les opérations d'abattage ont commencé hier. Effectivement, nous étions déjà à près de 23 000 volailles abattues. 7 km autour du foyer, nous avons ce qu'on appelle la zone de surveillance. Cette zone de surveillance est mise sous surveillance pendant 21 jours. Voilà. Et si, à la fin de ces 21 jours, nous n'avons plus aucun cas de maladie, alors le préfet pourra lever l'arrêté portant déclaration de la maladie. Toutes les procédures de police sanitaire qui permettent d'éteindre le foyer sont en cours et tout se passe bien. La Côte d'Ivoire a déjà été affectée par la grippe aviaire en 2006, 2015 et 2017. La grippe aviaire est une maladie virale qui sévit chez les oiseaux. La transmission du virus se fait de l'animal à l'homme. Les fermiers et les cuisiniers qui manipulent l'animal contaminé sont les plus exposés. Les cas contacts de la patiente atteinte du virus Ebola sont vaccinés. Le ministre de la Santé est allé constater de visu cette opération. Un déplacement qui vise également à rassurer les populations. Salima Toudia. Mercredi minuit, c'est le délai que se sont donné les autorités sanitaires pour administrer les 2000 doses de vaccin Merck aux cas contacts à haut risque. Ce mardi 17 août, le comité de veille sanitaire a fait le point de cette vaccination post-exposition. Nous avons appliqué les recommandations de l'OMS en vaccinant les premiers contacts et les contacts de ces premiers contacts. Et nous avons à ce jour vacciné 700 personnes. Affiner la riposte en adoptant une meilleure stratégie, voilà ce qui conduit le ministre Pierre Dimba à la frontière nord-ouest à Ouaninou. Pour donc revisiter les troupes, mais également donc donner plus d'instructions au personnel médical qui fait ce travail sur le terrain, leur donner donc les équipements complémentaires pour pouvoir vraiment mieux assurer cette surveillance épidémiologique. Mais également lancer la vaccination, parce que comme vous avez vu, dans son parcours, elle est passée depuis Ouaninou et il y a une partie des passagers qui est descendue en route et dispersée dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Donc également donc les DD, avec leur aide DDDR, on peut identifier les communautés dans lesquelles ces personnes-là sont. Et donc il va falloir donc faire la vaccination également à ce niveau. L'Organisation mondiale de la santé ou encore UNICEF sont mobilisés aux côtés des autorités sanitaires. Ils se réjouissent de la mise en œuvre des stratégies recommandées. À partir du plan des ripostes, nous voyons que tous les piliers de ce plan sont en train d'être mis en œuvre de manière adéquate, à commencer par la première grande stratégie qui est la recherche des contacts que nous avons préconisée dès le début, et aussi la deuxième qui est la vaccination.
Donc nous, partenaires, on se réjouit du fait que la vaccination a bien démarré avec ce que nous avons préconisé, d'abord à commencer par les foyers où habitait la patiente. Ça a commencé à ce niveau et en suivant le contact de ces contacts, nous pensons que la ceinture sera faite. Couper la chaîne de contamination reste la priorité à l'heure actuelle des autorités sanitaires. C'est une révolution dans la fluidité routière, une application mobile pour les automobilistes impliqués dans un accident de la circulation. Les infortunés pourront y trouver des informations utiles, notamment les numéros des agents de constat les plus proches. Pour en profiter, vous n'avez qu'à télécharger Amunga, mon constat, AMUGA, mon constat, une application développée par l'autorité de la mobilité routière dans le Grand Abidjan. L'actualité internationale à présent. Taliban veut dire étudiant en arabe. C'est un mouvement politique islamiste né au début des années 90. Leur objectif est précis, organiser la société sur la base stricte de la charia. Chassés du pouvoir dans la foulée des attentats du 11 septembre aux États-Unis, les talibans ont repris dimanche les rênes en Afghanistan. Alexis Ouedraogo revient sur ce sujet. Regardons. Tout s'enchaîne après le 11 septembre 2001. Les États-Unis, frappés par des attentats terroristes conduits par le groupe Al-Qaïda, veulent leur chef Oussama Ben Laden. Ils se trouvent alors en Afghanistan, où les talibans sont au pouvoir et refusent de le livrer. Une coalition internationale menée par les États-Unis et mandatée par les Nations Unies frappe le pays, chasse les talibans et s'engage à éliminer la menace terroriste. Malgré la mise en place en 2004 d'un nouveau gouvernement afghan, les attaques des talibans se poursuivent. Les troupes américaines sont renforcées par les forces de l'OTAN jusqu'en 2014, où l'OTAN met fin à sa mission et laisse la responsabilité de la sécurité à l'armée afghane. Les talibans sont affaiblis mais ne disparaissent pas. Ils se retranchent dans leur fief de l'est du pays, le long de la frontière pakistanaise, pour se réorganiser. Ils montrent souvent leur force de frappe en perpétrant des attentats suicides, des enlèvements. En février 2020, un accord de retrait est conclu entre les États-Unis et les talibans. Il est signé à Doha, au Qatar. Cependant, il ne met pas fin aux attaques. Avec le retrait engagé des troupes occidentales et des soldats américains, les talibans poussent une dernière offensive qui les mène aux portes de Kaboul. Dimanche 15 août, après 10 jours de conflit, ils prennent possession du palais présidentiel. Depuis, des milliers d'habitants tentent de fuir le pays. Pour beaucoup, ce retour au pouvoir des talibans sonne le retrait des droits acquis, notamment pour les femmes. Autre crainte, celle que le pays redevienne un terrain d'entraînement pour le terrorisme. Les talibans, eux, rassurent, indiquant qu'ils empêcheront qu'un groupe terroriste utilise le pays comme base pour des attaques contre l'Occident. Lorsqu'ils dirigeaient le pays entre 1996 et 2001, les talibans avaient imposé leur version de la loi islamique. Les hommes devaient se laisser pousser la barbe, les femmes portaient la burqa, pas de télévision, de musique, de cinéma, les filles étaient interdites d'aller à l'école, les femmes de sortir sans un chaperon masculin et de travailler, et c'est l'accusé d'adultère fouetté, lapidé à mort. Soucieux de convaincre qu'ils ont changé, les talibans ont déclaré mercredi lors d'une conférence de presse à Kaboul s'engager à laisser les femmes travailler dans le respect des principes de l'islam. Mais voilà, dans les zones nouvellement conquises, ils sont déjà accusés de meurtre de civils, décapitation, enlèvement d'adolescentes pour mariage forcé. Les Nations Unies restent observatrices de l'évolution de la situation. À ce jour, l'armée américaine a évacué plus de 3200 personnes. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s'est dit prêt à accueillir 20 000 réfugiés afghans. L'Ouganda, sur le continent africain, aussi. Et pour la première fois depuis la chute de Kaboul aux mains des talibans, Ashraf Ghani a pris la parole hier depuis les Émirats arabes unis où il a trouvé refuge. Dans son adresse à la nation, le président afghan déchu concède sa défaite politique et militaire face aux talibans. Ces derniers ont engagé des discussions avec d'anciens dirigeants afghans. L'ex-président Hamid Karzai a ainsi rencontré le leader Anas Haqqani. Et puis, Facebook a décidé de bannir les talibans et tous les contenus qui les soutiennent, a déclaré le porte-parole du réseau social à la BBC. Ses filiales, Instagram et WhatsApp, feront de même. La société sanctionne les talibans en tant qu'organisation terroriste. Fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous. Paix dans vos foyers.